Comment étendre notre capacité de testing, rouvrir les centres de tri qui ont fermé? C'est ce que propose le ministre Philippe De Backer. Bonjour, bienvenue dans Sûreté Info, 19h. Le principe de bulle sociale est toujours sujet à interprétation. Du coup, les autorités réexpliquent à nouveau ce qui nous est permis de faire et avec qui. Pour le 4e jour d'affilée, le nombre de nouvelles contaminations dépasse les 200 aux Pays-Bas et pourtant pas de mesures supplémentaires comme l'ont constaté nos envoyés spéciaux. Certains groupes hospitaliers anticipent l'arrivée de nouveaux malades atteints du coronavirus. C'est le cas de Vivalia en province de Luxembourg, un investissement de 700 000 €. Là, on est déjà à plus de 40% du chiffre d'affaires de l'année qui est parti. Les annulations s'enchaînent pour les propriétaires de gîtes. L'annonce de la réduction de la bulle sociale est une véritable catastrophe économique. On en parle depuis plusieurs jours, surtout depuis l'explosion de nouveaux cas de coronavirus dans certaines provinces, comme Anvers. Pourquoi ne pas tester massivement la population? Jusqu'à présent, seuls les patients symptomatiques sont testés en priorité. De plus, certains centres de tri ont fermé depuis plusieurs semaines, d'où un engorgement. Le ministre Philippe De Backer souhaite à présent que ces centres de tri soient rouverts. Laura Van Lerberg, Catherine Van Zeveren. Voici l'un des 4 centres de testing encore opérationnels à Bruxelles. Aujourd'hui, pas trop de monde à l'entrée, mais depuis plusieurs jours, les files s'allongent. De plus en plus de Belges viennent se faire tester et les médecins le constatent dans leur travail. Voilà, je vous en prie, mademoiselle. On espère qu'on va être un peu soutenu parce que c'est vrai que pour l'instant, on ne chôme pas. On a deux médecins généralistes ici. On a notre patientèle, notre clinique à côté. Et donc, c'est vrai que pour libérer déjà une après-midi, il faut être un certain nombre de médecins. Tous les médecins ne sont pas disponibles. Il y en a beaucoup qui prennent un petit peu de repos après justement la première vague. Et là, on réattaque directement, donc c'est pas facile. Notre capacité de testing serait-elle donc suffisante? À Bruxelles, la capacité totale tourne autour de 2000 tests par jour, suffisant à l'heure actuelle pour le ministre bruxellois. Mais face à l'affluence, il souhaite la doubler pour atteindre 5000 tests d'ici début septembre. Quel champion, on dit. Alors on veut l'augmenter tout de suite, c'est-à-dire que pour le moment il y a 4 centres de tests qui sont restés ouverts parce que les hôpitaux et les médecins généralistes ont décidé de fermer 9 autres centres de tests qui étaient ouverts parce qu'il n'y avait pas assez de gens en fait qui les fréquentaient. Donc on vise d'abord à réaugmenter cette capacité-là dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. À l'échelle nationale, cette capacité est située à 30 000 tests par jour, mais seules 8 000 à 13 000 personnes sont testées, d'après l'Institut scientifique de santé publique. On n'atteint donc pas encore cette capacité. Il y a 2 éléments. Un élément, c'est est-ce qu'il y a assez de gens pour prendre le prélèvement, pour commencer le testing. Donc je plaide vraiment pour rouvrir partout dans le pays des centres de tri, pour donner l'accès aux gens de prendre ce test-là. Et après, il y a la capacité des labos, et là, la capacité est suffisante pour tester tous les gens. Une capacité de testing jugée aussi suffisante en Wallonie, car la stratégie reste la même, pas de dépistage massif. Ça n'a aucun sens parce que si on teste quelqu'un lundi, il peut être contaminé le mercredi, on ne va pas le rattraper avec cette stratégie. Le dépistage est réservé en priorité aux personnes symptomatiques, celles ayant un contact rapproché avec une personne malade et celles revenant de vacances de zone à risque. Autre élément important dans la lutte contre le Covid-19, le tracing. Julien Crête et Aline Lejeune se sont rendus dans l'un des 3 centres de Wallonie. La charge de travail a augmenté en moyenne 260 appels par jour. C'est devenu le nouveau public cible pour ces agents traceurs. Des jeunes atteints par le coronavirus et dont il faut prévenir l'entourage. Dans ce cadre, est-ce que vous avez la possibilité de préparer la liste des personnes que vous avez côtoyées ? Ici, un garçon de 23 ans qui semble accuser le coup. C'est un jeune homme et ils ont passé un week-end entre amis à 14 et ils se confondent en excuses parce qu'ils se rendaient compte qu'ils étaient peut-être tous infectés et que ça allait avoir des répercussions dans leur famille. Dans les faits, aucun reproche ne sera formulé à ce jeune qui évoque la bulle de 15 personnes actives à l'époque. Mais depuis quelques jours, après un mois de juin et un début juillet très calme, le travail dans les 3 centres de traçage wallons reprend. 100 appels en juin, 260 la semaine dernière. Les départs en congé, les vacances, effectivement, ont généré beaucoup plus de suivi, beaucoup plus de cas positifs.
En région wallonne, 90 agents sont chargés de prévenir l'entourage de personnes détectées positives. Le listing est donné par ces citoyens atteints, mais sans obligation. Le retour de vacances de zone rouge pourrait poser problème. Ça, c'est la grande interrogation. On espère effectivement, comme ça s'est fait depuis le début, que les gens vont participer et vont mettre du sien et vont être partie prenante dans le tracing. Jusqu'à présent, ça s'est très très bien passé. On espère vraiment qu'on ait une collaboration au niveau du traçage et du centre de tracing ici, encore avec le retour de vacances. Les 3 centres de traçage wallons ne fonctionnent pour l'instant qu'à un tiers de leurs possibilités. Je vous rappelle que c'est à partir d'aujourd'hui que les nouvelles mesures décidées par le Conseil national de sécurité entrent en vigueur. En résumé, vous pouvez voir 5 personnes en plus de votre foyer, toujours les mêmes pendant 4 semaines. Le télétravail est fortement recommandé. Les courses se font de nouveau seules ou avec un enfant et pas plus de 30 minutes. Les réunions réceptions se font à 10 maximum avec le respect des distances sociales. Les événements intérieurs ne peuvent accueillir plus de 100 personnes, 200 pour les événements à l'extérieur. Les chiffres communiqués par le centre de crise sont toujours inquiétants. En moyenne, il y a 328 cas positifs chaque jour, une hausse de 70% par rapport à la semaine précédente. Les nouvelles hospitalisations augmentent également avec une moyenne de 23 nouveaux patients par jour depuis une semaine. Ce chiffre a presque doublé en l'espace de 7 jours. Et c'est pour cette raison que le centre de crise a insisté ce matin sur le respect de la fameuse bulle sociale limitée désormais à 5 personnes. Un concept qui n'est toujours pas très clair pour certains. Les autorités ont donc réexpliqué. Simon François, Emmanuel Talaricou. La vidéo a été publiée cet après-midi sur le compte Twitter de la Première ministre. Elle réexplique en 2 minutes le concept de bulle restreinte. C'est 5 personnes de plus de 12 ans, extérieures à votre foyer, avec qui vous n'êtes pas obligé de respecter les règles de distanciation. C'était aussi le sujet principal de la conférence de presse du centre de crise aujourd'hui. Il a reçu de nombreuses questions à ce propos, notamment de la part des restaurateurs. Il faut clarifier les choses, tant dans l'intérêt, on va dire, du secteur, de l'exploitant, que du côté du consommateur. Tout le monde pense qu'on peut prendre 10 personnes, point barre, peu importe que ce soit 5 couples de 2 personnes ou bien une famille et la bulle élargie. La bulle restreinte ne veut pas dire que vous ne pouvez voir personne d'autre. Les contacts avec des personnes extérieures à votre bulle sont possibles, à condition de respecter la distanciation, 1,50 m. Cela limite donc les activités autorisées. Sachant qu'en dehors de sa bulle sociale, il faut que nous respections strictement les distances d'1,5 m entre nous. Se retrouver à une même table dans un restaurant, ce n'est pas possible de respecter cette distance. Donc c'est pour ça que aller en terrasse dans un restaurant, aller dans un café, ce sera avec les membres de sa bulle sociale. En clair, un barbecue, un verre en terrasse ou un match de football improvisé doivent se faire au sein de la bulle restreinte. Des activités interdites avec des personnes extérieures à cette bulle puisque la distance sociale n'est pas garantie. Avec cet autre groupe de maximum 10 personnes, en revanche, une balade à vélo ou une visite au musée est tout à fait possible. Les experts le rappellent, plus la bulle est petite, plus on réduit le risque de contamination. 0, ça aurait été mieux, mais je crois que c'est intenable pour tout le monde. Il faut qu'on puisse voir quelques personnes quand même qui vous sont chères. Donc c'est pour ça qu'arbitrairement, ça a été placé à 5. Selon l'université d'Anvers, 87% des Belges qui avaient prévu une activité sociale au mois d'août comptent l'annuler pour s'adapter aux nouvelles règles du Conseil national de sécurité. Il faut dire que nous sommes les seuls à fonctionner avec cette bulle. Nos voisins appliquent plutôt la distanciation sociale, un choix qui tiendrait à la densité de notre population. Chantal Monet, Pierre Alterman. Jusqu'à présent, la bulle sociale de chaque individu... La bulle, elle est apparue début mai avec le déconfinement. Depuis, elle a fait couler beaucoup d'encre et surtout semé beaucoup de confusion. Honnêtement, je suis peut-être tout à fait stupide, mais je ne comprends pas la nuance. C'est compliqué, ouais, c'est compliqué. Un concept belge qui fait réagir aussi à l'étranger. Burbura sociale en Espagne, bolla sociale en Italie. Notre bulle intrigue parfois. Le problème, écrit Ouest France, c'est que les Belges n'ont toujours pas très bien compris cette règle. Plus corrosif, le correspondant du journal français Libération, qui résume les mesures à la belge en ces termes, les coronafolies. Prendre des mesures comme celle-là, c'est la limitation de la bulle sociale à 5 personnes, qu'on sait parfaitement, totalement inapplicable, sauf à mettre un policier derrière chaque Belge, chaque personne résidant sur le territoire belge, de les surveiller, de rentrer dans un régime totalitaire à la nord-coréenne par exemple. Ça montre que
les autorités belges, mais aussi françaises, je vous rassure, ce n'est pas valable que pour la Belgique, n'ont rien appris de la pandémie. Alors pourquoi la Belgique a-t-elle choisi ce concept de bulle sociale? Les autorités s'en expliquaient encore ce matin. Une des caractéristiques de la Belgique, c'est cette densité de population qui est très élevée quand on compare à d'autres pays voisins. Et c'est la raison pour laquelle, en Belgique, nos experts ont proposé d'avoir une bulle de 5 personnes, en plus de la bulle du foyer, pour pouvoir vraiment limiter les contacts et donner une certaine limite. Comme ça, c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Une expérimentation belge baptisée Corona Bubbles par le journal britannique The Guardian, qui souligne le dilemme que fait peser le gouvernement sur ses citoyens. Pour mieux comprendre la recrudescence du nombre de contaminations, voici quelques chiffres. Ils sont issus de l'Organisation mondiale de la santé. Voici les hausses des proportions de contamination par 100 000 habitants au cours des 2 dernières semaines. L'Espagne est proche des 200%, plus de 155% pour les Pays-Bas, suivi de près par la Belgique. Pour le Luxembourg, l'augmentation est de 74%, 10% pour la Grande-Bretagne et 51% pour la France. Les Pays-Bas, dont le nombre de morts a été revu à la hausse, et pourtant pas de mesures drastiques comme chez nous. C'est plutôt la distanciation sociale qui prime. Un reportage de nos envoyés spéciaux Mathieu Langer et David Muller. C'est une vision totalement différente. Aux Pays-Bas, le port du masque n'est pas obligatoire dans les espaces publics comme les restaurants ou les magasins. De quoi surprendre les touristes. Là, par exemple, tout à l'heure, on est rentré dans des magasins, j'avais le réflexe d'ouvrir mon sac pour prendre mon masque. Et puis je me suis dit, ah mais non, mais ici, personne porte le masque, tout ça. Donc c'est vrai que ça choque un peu, enfin ça fait bizarre. Anna arrive d'Allemagne. Dès que je suis arrivée, j'ai tout de suite vu la différence. Chez nous en Allemagne, nous devons obligatoirement porter un masque à l'intérieur, comme par exemple dans les restaurants. Dès qu'on se lève, on doit porter un masque et les serveurs aussi, contrairement à ici. Le maximum est fixé à 100 personnes pour les événements organisés en intérieur et 250 personnes à l'extérieur. Pas de bulle sociale, mais l'accent est porté sur le respect des distances de sécurité. Je garde mes distances et quand je ne peux pas, comme dans les transports publics, eh bien, je porte un masque. Pourtant, les Pays-Bas connaissent aussi un début de deuxième vague, avec une hausse des contaminations, des hospitalisations et des décès ces dernières semaines. Je pense que les Néerlandais suivent assez bien les recommandations du gouvernement. Et je sais qu'en ce moment, les experts et le gouvernement sont en train de discuter de l'obligation ou non de porter un masque en public. En attendant, ces 4 amis pourront continuer de faire la fête, car aux Pays-Bas, s'il est interdit de danser, aucune limite horaire n'est imposée dans les cafés. Par contre, les discothèques restent fermées jusqu'au 1er septembre. Et notez que les affaires étrangères belges ajoutent 2 zones oranges pour les touristes. La région Île-de-France, qui inclut Paris, et le Pays de la Loire autour de Nantes, passe désormais en zone orange. Il est donc vivement conseillé aux Belges qui reviennent de ces régions de se faire tester et d'observer une quarantaine. Et puis je vous rappelle qu'à partir du 1er août, tout vacancier qui rentre en Belgique doit impérativement remplir un formulaire en ligne, enfin disponible sur le site du SPF Santé publique. Le formulaire est disponible dans 4 langues, français, néerlandais, allemand et anglais. Il doit être complété par toutes les personnes se rendant en Belgique, sauf si elles restent moins de 48 heures en Belgique ou si elles y reviennent à la suite d'un séjour à l'étranger de moins de 48 heures. Surveillez bien l'évolution de l'Espagne où le taux de contamination progresse dangereusement dans le nord. 2 provinces sont déjà en zone rouge. D'autres régions sont en zone orange. Une catastrophe pour la saison touristique. Jean-Pierre Martin. La place Amayor, au cœur du quartier historique de Madrid, est presque déserte. Sur les 7 derniers jours, plus de 1800 nouveaux cas ont été détectés en moyenne chaque jour sur l'ensemble du territoire espagnol. Madrid, comme d'autres régions, impose depuis hier le port du masque en rue et a pris de nouvelles mesures restrictives pour toutes les réunions, une sorte de bulle limitée à 10 personnes. Nous limiterons l'occupation des terrasses à des groupes de 10 personnes. Nous allons aussi limiter les réunions privées à maximum 10 personnes dans les espaces intérieurs et extérieurs.
La décision britannique d'imposer une quarantaine à tous les voyageurs revenant d'Espagne suscite l'irritation du gouvernement espagnol et des professionnels du secteur du tourisme, un secteur clé. Cela risque d'être terrible. On ne pourra pas survivre, manger. Oui, cela me met en colère. Parce que la Grande-Bretagne n'est pas meilleure. Et ce n'est pas que nous sommes mauvais, tout le monde l'est. Et le fait qu'ils ciblent l'Espagne et nous privent de touristes, ce n'est pas bien. C'est ici à Barcelone que l'épidémie a repris vigueur le mois dernier. L'Allemagne et la France y déconseillent les voyages. Les habitants sont appelés à rester chez eux, ce qui n'empêche pas la présence de quelques touristes, dont Paul, un Britannique. Le fait est que plus de personnes sont mortes en Angleterre cette semaine que dans n'importe quel autre pays d'Europe. Et je crois certainement 30 à 40 fois plus qu'en Espagne. Ce sont les provinces du nord-est de l'Espagne, frontalières de la France, la Catalogne, l'Aragon et la Navarre dans le Pays basque, qui sont aujourd'hui au cœur de cette nouvelle flambée qui compromet la saison touristique de toute l'Espagne. À l'étranger, toujours au Japon, pour la première fois, le nombre de nouvelles infections quotidiennes au Covid-19 a dépassé la barre des 1000. Malgré cette seconde vague, le pays continue de faire la promotion des voyages afin de relancer le tourisme et les économies locales durement touchées par la pandémie. Près de 1600 morts en 24 heures aux États-Unis, le nombre le plus élevé depuis mi-mai. Le pays a par ailleurs de nouveau recensé plus de 60 000 cas d'infection au coronavirus en une journée. Et puis, contraste saisissant par rapport aux années précédentes, le grand pèlerinage de la Mecque a débuté en Arabie Saoudite. D'habitude, il y a une foule immense de fidèles musulmans. Cette année, il s'agit de petits groupes sélectionnés avec masques et distanciation sociale. On revient chez nous. À son tour, la ville de Charleroi a décidé d'imposer le port du masque sur tout le territoire de la commune, et ce, à partir du 1er août. Avec plus de 200 000 habitants, Charleroi est la plus grande ville de Wallonie. Bonsoir Justine Roldan-Pérez. Le masque sera obligatoire partout, tout le temps. Oui, exactement. Le port du masque sera obligatoire sur l'ensemble du territoire de la ville, c'est-à-dire dans les 15 communes. Alors la ville avait déjà imposé le port du masque sur l'intra-ring, dans les zonings commerciaux et dans les plaines de jeu. Mais ici, l'obligation se généralise à l'ensemble du territoire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un habitant sort de chez lui, il devra obligatoirement porter son masque. Évidemment, il y a des exceptions. Les enfants de moins de 12 ans n'ont pas cette obligation. Pareil pour les personnes qui sont en position assise, par exemple à la terrasse d'un café ou sur un banc dans un parc, mais il faudra alors respecter la distanciation sociale. Alors si la ville a pris cette décision, c'est suite à l'épidémie, au rebond de l'épidémie de coronavirus ces dernières semaines, particulièrement ces derniers jours, et donc il s'agit vraiment là d'une mesure préventive. Merci beaucoup Justine pour toutes ces précisions. On l'a compris, les masques risquent d'être notre quotidien encore longtemps. Alors autant les utiliser correctement, que ce soit les masques chirurgicaux ou en tissu. Quelle est leur durée de vie et d'utilisation? La réponse avec Loïc Parmentier, Sébastien Dubois et Thomas Quinet. Qu'il soit assorti ou non au reste de sa tenue, c'est bien la tendance printemps-été et peut-être même automne 2020. Le masque buccal. Les autorités nous obligent de plus en plus à le porter. Ils nous ont même appris à bien le positionner. Mais par contre, sa durée de vie n'est pas toujours très claire. Pour ce masque chirurgical, durée de vie maximum 4 heures, pas plus. Pour ce masque FFP2 ou FFP3, plus efficace, un peu plus cher également, durée de vie 8 heures. Il y a encore les masques en tissu fournis par le fédéral. Après 4 heures d'utilisation, il faut le laver 30 fois maximum à 30 degrés, c'est la consigne. Mais lorsqu'il n'y a pas de recommandation, avec par exemple les masques en tissu que vous avez réalisés à la maison, comment faire? Comment savoir précisément la durée de vie de ce type de masque? Environ... J'ai aucune idée en fait. Je sais juste qu'il faut le laver à 60 degrés, mais je ne sais pas si je peux l'utiliser 1 mois, 2 mois, ça j'en sais rien. Quand je l'ai acheté, je ne savais pas que ce serait pour très longtemps. Peut-être qu'il va s'abîmer un moment quand même. C'est possible, mais j'en ai plusieurs. Comment savoir s'il est encore efficace? Il faudrait poser la question à un spécialiste.
Et nous l'avons donc posé non pas à un, mais bien à deux spécialistes. À gauche, le représentant de l'association pharmaceutique belge. À droite, un médecin infectiologue. Lorsqu'il s'agit de masques artisanaux, c'est très compliqué et je pense que le fait de vérifier si on sait bien respirer, si le masque ne s'est pas déformé, s'il couvre bien le nez, la bouche et le menton, sont des choses qui sont importantes à faire avant de réutiliser un masque en tissu. Et l'idéal est d'avoir un jeu de masques, 5, 10 masques éventuellement en tissu, parce que c'est moins cher, c'est beaucoup plus solide et on peut faire une tournante avec son masque et constituer ce qu'on appelle son stock stratégique personnel. Rappelons qu'un masque en tissu ne se porte pas plus de 4 heures après direction la machine à laver pour un bain à 60 degrés. Rappelons enfin que le masque en tissu doit avoir 2 ou 3 couches différentes et qu'il est surtout efficace pour protéger les autres. Chez nous, le groupe hospitalier Vivalia en province de Luxembourg prend les devants dans la perspective d'une seconde vague. Un investissement de 700 000 € pour augmenter les capacités de dépistage, mais aussi engager du personnel. Fanny Dehé, Michael Harvey. À l'hôpital de Marche, 200 à 300 tests sont analysés chaque jour. 3 hôpitaux du groupe se chargent des échantillons Covid de la province, soit 500 tests environ au quotidien. Trop peu pour la région qui souhaiterait tripler sa capacité en laboratoire et arriver à 1500 tests par jour. 700 000 € seront investis d'abord pour équiper davantage le personnel en matériel. Nous devons implémenter le laboratoire de manière telle que nous disposions de plus de systèmes d'extraction ainsi que de systèmes d'amplification. C'est-à-dire du matériel pour extraire les données à analyser et du matériel pour détecter le virus potentiel. Plus de moyens, donc plus de personnel. C'est aussi à cela que servira l'investissement, rémunérer de nouveaux travailleurs. Sur le site de Libramont essentiellement, 25 équivalents temps plein devraient être embauchés pour la durée de la crise à venir. Il faut bien entendu encoder tous ces échantillons avant de les traiter au laboratoire. Et pour les traiter au laboratoire, il faut également des techniciens qui sont spécialisés pour réaliser ce type d'analyse. Le Luxembourg est jusqu'à présent la province la moins touchée du pays. 1581 cas de coronavirus ont été enregistrés depuis le début de l'épidémie. L'Université de Liège compte tester tous les membres du personnel ainsi que les étudiants qui le souhaitent à la rentrée au mois de septembre. Et ce, grâce à des autotests, des tests salivaires qui sont presque aussi efficaces que les tests moléculaires. Écoutez à ce propos Fabrice Bureau, vice-recteur à la recherche à l'Université de Liège. Il était l'invité du RTL Info 13h. C'est presque aussi efficace. C'est un peu moins sensible avec la salive qu'avec les swabs nasopharyngés, donc les écouvillons. Mais ici, le but n'est pas de déceler la moindre personne qui aurait quelques virus dans son tractus nasopharyngé. L'idée, c'est de trouver des personnes contaminantes. Et pour les personnes contaminantes, on trouve bien le virus dans la salive. Ça fait quelques semaines qu'on développe ces tests salivaires basés sur un autoprélèvement. Et donc, on a proposé ça au fédéral, mais l'idée fait son chemin. J'ai bon espoir qu'on utilisera ça bientôt dans le pays complet, oui. La plaine de vacances de Pontassel a été fermée en urgence suite à 2 infections au coronavirus. L'état de santé des enfants n'est pas inquiétant, mais par mesure de précaution, toutes les activités ont été supprimées. Benjamin Samin avec Sylvain Winans et Sébastien Deboc. Caroline gère une boulangerie dans le centre de Pontassel. Aujourd'hui, c'est une grand-mère inquiète, car sa petite fille, qui vient d'être testée, fréquentait la plaine de vacances communale, dans laquelle 2 enfants sont positifs au coronavirus. On attend les résultats ici demain. Donc c'est un petit peu l'effervescence à tout point de vue, quoi. Je suis inquiète parce que bon, j'ai des problèmes de santé, donc j'étais en contact avec elle. Et donc je suis un peu inquiète par rapport à ça. Ce matin, des parents en recherche d'informations se sont présentés au point d'accueil de la plaine. On a appliqué les directives. 130 enfants étaient inscrits, avec 20 accompagnants, répartis dans 4 bulles de contact. Malgré cette organisation, elles sont toutes supprimées. C'est le problème des fratries. Donc on peut par exemple avoir dans la bulle A infectée quelqu'un qui a son frère qui est en bulle B. Et donc ces gens-là se voient à domicile. Et il y a donc peut-être un risque de contamination. C'est à l'intérieur du bâtiment que les bulles étaient organisées et encadrées par un protocole strict. C'est du personnel habituel, donc
Avec les écoles, nous sommes un gros pouvoir organisateur et donc forcément notre personnel est bien formé pour tout cela. Au niveau de la plaine, on peut dire que toutes les précautions ont été prises, mais le risque zéro, malheureusement, on l'a vu, n'existe pas. Il est demandé aux parents de garder les enfants qui ont fréquenté la plaine et de contacter un médecin pour effectuer un dépistage. Quant à l'état de santé des 2 petits testés positifs, il sera satisfaisant. Dans la suite de Certaines Infos 19h, nous verrons que les gîtes font face à un nouveau problème depuis la réduction de la bulle sociale, surtout pour les familles nombreuses qui étaient là avant que la décision ne tombe. Nous reviendrons aussi sur la mort de Jacqueline Sauvage, victime de violences conjugales, condamnée pour avoir tué son mari. Son affaire avait ému la France entière. Découvrir les Ardennes autrement, c'est ce qu'on vous propose en fin de ce journal. Droppé au beau milieu des bois, vous devez retrouver votre chemin à l'aide d'un GPS. Si la réduction de la bulle sociale impacte les restaurateurs, c'est aussi vrai pour les gîtes. Certains propriétaires ont déjà perdu 40% des réservations. Depuis lundi, le téléphone n'arrête pas de sonner. Mickaël Menten, Alain Ougardi. Ambiance et coupe de champagne. Les vacances idéales pour ces 4 familles qui s'interrogent encore sur les nouvelles règles. On est de trop, Rita. Je pense qu'il y a une personne en trop. Nous sommes arrivés ici la semaine passée. À ce moment, les règles, c'était 15 personnes. Donc, on était en règle à ce moment. Et maintenant, je ne pense pas qu'il y a un grand problème, non. Moi, je leur donne le droit parce que ils sont venus, que c'était l'ancienne loi. C'était la loi du CNS. 15 personnes. Et ils sont 14. Mais la capacité d'accueil dans les gîtes vient d'être modifiée. Fini la règle des 15 personnes autorisées. Désormais, une famille peut y loger avec au maximum 5 autres adultes. Dans la farde de Caroline, les annulations s'enchaînent. Allô ? Oui, pour une annulation, oui. Pour l'instant, c'est un petit peu déprimant. Vaut mieux pas trop l'ouvrir. C'est compliqué. Ce n'est que des annulations. Plus aucune réservation. Mais sinon, là, on est déjà à plus de 40% du chiffre d'affaires de l'année qui est parti. La bulle familiale plus 5, ça devient très compliqué pour remplir un gîte. Et s'il y avait une éclaircie au mois de juillet, on disait qu'effectivement, la saison était peut-être sauvée. Malheureusement, avec cette nouvelle vague qui déferle, ça risque vraiment de compromettre l'entièreté de l'année. Un été compliqué, sauf pour... Pas question que ces nouvelles règles viennent gâcher leurs vacances d'été. Concernant la police de Charleroi qui avait 17 personnes positives au coronavirus dans différents services, finalement le testing de l'ensemble du personnel de la zone ne sera pas imposé mais sur base volontaire. Le coût de ce testing ne sera pas pris en charge par la police intégrée mais par la zone de police. L'homme qui a lancé un cocktail Molotov sur le Parlement a été inculpé mais remis en liberté. Il était inculpé pour des faits d'incendie volontaire et de port d'armes illégales. Il a été libéré sous condition selon le parquet de Bruxelles. Je vous rappelle que le Limbourgeois de 36 ans protestait contre la façon dont est gérée la crise sanitaire par les autorités. Les États-Unis ont décidé de retirer près de 12 000 militaires hors d'Allemagne. Ces troupes vont être repositionnées dans d'autres pays de l'OTAN, dont la Belgique et l'Italie. Bonsoir Benjamin Samin. Il est question de 2000 soldats répartis entre ces deux pays. Oui, tout à fait. C'est ce qui a été annoncé par le chef du Pentagone. Alors, on parle également du déménagement du commandement militaire américain qui était en Allemagne, vers Mons, où se trouve déjà le chef où nous nous trouvons actuellement. Alors, en fait, Donald Trump semble vouloir détériorer, détricoter les accords historiques entre les États-Unis et l'Allemagne. Il estime que le pays ne paye pas suffisamment financièrement pour la présence militaire US sur son sol. Eh bien, il veut également montrer à son électorat qu'il fait pression sur les pays de l'OTAN, qu'ils n'en font pas assez selon lui. Alors il faudra voir si cette décision va passer le cap des élections américaines qui ont lieu en novembre, parce que c'est évidemment une décision géopolitique, mais c'est également une décision qui intervient en pleine période électorale américaine. Merci beaucoup Benjamin Samin.
Mouvement de grève spontané aujourd'hui dans plusieurs magasins Brentano. L'action a démarré en Flandre avant de toucher plusieurs magasins en Wallonie. Le personnel est inquiet quant à l'avenir de l'entreprise. La direction n'exclut pas la faillite. En Allemagne, les fouilles se sont poursuivies aujourd'hui dans un jardin de Hanovre où a vécu le principal suspect dans l'affaire Madi Makan. La police allemande est persuadée que la fillette est décédée. Selon plusieurs médias, les enquêteurs ont déterré les fondations d'une ancienne maisonnette contenant une cave. On n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant. Et d'après le quotidien allemand Bild, les recherches seraient à présent terminées. Elle fut l'un des symboles des violences conjugales. Jacqueline Sauvage est décédée un peu plus de 3 ans après être sortie de prison. Elle avait été condamnée pour avoir tué son mari violent, une affaire qui avait secoué la France entière. Elle avait ensuite bénéficié d'une grâce présidentielle. Elle est décédée la semaine dernière à l'âge de 72 ans. Jean-Pierre Martin. La justice n'a pas été facile à obtenir. C'est grâce à une intense mobilisation que Jacqueline Sauvage a finalement pu être graciée en 2016 par l'ancien président français François Hollande. Jacqueline Sauvage avait été condamnée par un tribunal à 10 ans de réclusion pour l'assassinat de son mari. Les magistrats n'avaient entendu ni la souffrance de cette femme battue pendant 47 ans, ni le témoignage de ses filles violentées par leur père. Jacqueline Sauvage est décédée la semaine dernière. Elle n'a connu dans sa vie que 4 petites années de répit, le temps d'écrire un livre pour crier le sort des femmes battues. Au cinéma, la comédienne Muriel Robin a endossé son rôle. Depuis le début de l'année, en France, selon un décompte de l'agence France Presse, 40 femmes ont été tuées par leur conjoint. Le dernier crime s'est déroulé dans un petit village du sud-ouest la semaine dernière. L'auteur présumé, un Américain, a été intercepté à l'aéroport juste avant de s'enfuir. La suite de nos reportages 100% été consacrés à vos vacances que vous êtes nombreux à passer en Belgique. C'est le cas de la famille Van Acker qui choisit chaque année la province de Luxembourg, plus précisément Frahan, près de Bouillon. Ils apprécient particulièrement la tranquillité de la région et les nombreuses possibilités de promenade. Un reportage de Fanny Linon et Alain Ougardi. Les vacances peuvent commencer pour cette famille originaire d'Ath dans le Hainaut. Comme chaque année, ils ont choisi de venir dans cet hôtel de Frahan, dans la province de Luxembourg. Merci, t'as oublié le crème solaire. Oui, je sais. Gabriel devrait en avoir dans le coin de son sac. Ouais, moi aussi, je pense que j'en ai un petit peu. Moi aussi. Mais je ne sais même pas s'il y a une pharmacie dans le coin. Ici, non. Ouais. Mais ouais, comme le climat change, d'habitude il pleut. Particularité de l'établissement, il est entièrement familial, géré par 3 frères. Moi c'est Martin, je suis le plus jeune, je m'occupe du bar et de la réception. Moi c'est Fabien, celui du milieu, chef de cuisine. Moi c'est Benjamin, je m'occupe de la partie clientèle et restaurant. C'est top un travail en famille, parce qu'on n'a pas de souci du personnel, on sait qu'on va être là, on n'a pas d'imprévu, donc voilà, on sait sur qui on peut compter. Chacun a son poste, Fabien en cuisine, Martin avec moi en salle, donc moi en salle et puis les épouses aussi, mon épouse en chambre et alors ma belle-sœur en cuisine aussi. Donc voilà, chacun a son poste et on travaille très bien comme ça. Oui. On est arrivé ici par hasard par ma sœur qui était venue avant nous et depuis on vient chaque année au moins 2-3 fois, on fait Nouvel An, Saint-Valentin, les anniversaires de l'ouverture. On y va? Ta casquette aime chaud. Delphine et Gabriel se préparent pour une balade familiale au bord de la Semois. T'as dit quoi? Tire tes lunettes. Allez, je pense qu'on vient et pour la 3e année, il n'y a plus moyen de faire une balade. Oui, c'est plus frais, hein. C'est plus frais qu'hier. À partir du moment où on passe Namur, où on atterrit dans les bois, c'est le ventre qui parle, c'est le cœur qui parle, on est chez soi, on se sent bien, on n'a pas du tout envie d'aller ailleurs. C'est notre souper là. Il n'y a plus qu'à les attraper. Il faut qu'on les attrape et les vider, quoi. Ça, c'est déjà pas mon fort. J'aime bien la tranquillité et les promenades. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sentiers, donc
on peut beaucoup promener, c'est agréable. Avant, on allait dans d'autres villages, mais on est toujours resté dans les Ardennes, donc depuis toujours. Ah, vous avez vu un serpent? Où ça? Sérieux? Là, là. Ah ouais. Là. C'est un sens à l'observation, toi. Cette rencontre inattendue ne les fera pas changer d'avis. La famille Vanacker reviendra l'année prochaine. On va rester dans les Ardennes. Voici une autre façon de découvrir la nature assez originale, le dropping. On vous emmène les yeux bandés au beau milieu des bois et vous disposez uniquement d'un GPS pour revenir au point de départ. Des heures de balade garanties. Claire Carozone, Jean-François Six. Cette famille s'embarque pour une randonnée un peu particulière. Voilà. On voit rien? Non, on voit rien. Adultes et enfants vont découvrir le dropping. Déposés au beau milieu de la nature, déboussolés, ils vont devoir retrouver leur chemin à l'aide d'un GPS. La route, ici, la trajet violet, pourpre, c'est votre route qu'il faut suivre. Okay? Moi, j'ai supprimé la carte. C'est à vous de choisir. C'est si à gauche, si à droite. Choisissez bien. La mission du groupe, retourner à la base aventure d'où la fourgonnette est partie. S'ils suivent le bon chemin, une dizaine de kilomètres et 3 heures de marche environ les attendent. Le jeune Arthur est navigateur en chef. C'est par où? Voilà. Mais garder le cap n'est pas si simple. D'abord, on va devoir retourner, mais on n'est pas sur le chemin rose. Ça plaît beaucoup aux enfants parce que ça change des balises et voilà. Et puis c'est l'occasion de découvrir la région différemment. Découvrir la région et ses paysages aussi grandioses que variés. Sur le chemin, le groupe passe par 7 villages et profite même d'une vue sur l'Ourthe. J'ai vu des orties. Des arbres, j'ai vu des rivières, des ponts. L'itinéraire est principalement plat ou en descente, pas besoin d'être un grand sportif donc pour participer à cette promenade d'un nouveau genre. Ça va, tout le monde est dessus? Ouais. Avant de se quitter, je vous rappelle l'une des informations du jour à revoir sur notre site internet. Le ministre Philippe de Backer envisage de rouvrir certains centres de tri afin d'augmenter la capacité de testing. Actuellement, de 8 à 13 000 tests sont effectués chaque jour. Et c'est la fin de Certain Info, 19h. Merci pour votre attention. La météo arrive dans un instant. Émilie Dupuis nous annonce une hausse des températures pour demain. Demain à 13h, vous retrouverez Olivier Sconians et à 19h, Luc Gilson. Je vous souhaite une très belle soirée, un bel été. Soyez prudents. À bientôt. RTL Info continue en radio, sur Internet et sur les applications mobiles.